invité Ambroise Hurel, professeur de philosophie, qui va nous parler d'un philosophe souvent pas si connu que ça, et c'est dommage, parce qu'il a été très important, il l'est toujours, je pense, Castoriadis Cornelius de son petit prénom. Merci. Alors, depuis ce matin, il y a tout un tas de domaines qui ont été abordés, une intervention sur l'histoire, une intervention juste avant en SVT. Moi, je vous propose de partir pendant cette heure-là dans le domaine de la politique. Parce que l'imaginaire pourrait avoir un intérêt dans ce domaine-là. Même si il peut être un peu surprenant de venir poser côte à côte, d'un côté, une ambition qui serait de transformer la société, qui est quelque chose de tout à fait sérieux, puisque la société, ça nous embarque tous, ça a un impact, ça a une influence sur nos vies qui est immense, à côté de quelque chose qui pourrait sembler d'aussi futile que l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, l'imagination, c'est les elfes, c'est les lutins, c'est tout ce qui n'existe pas, et donc tout ce qui s'opposerait, manifestement, à la société, qui est la chose la plus réelle et la plus concrète qui pourrait exister dans nos vies. Donc, ensemble, on va essayer de construire le rapport que pourrait entretenir d'un côté la transformation de la société et de l'autre côté cette qualification d'imaginaire. Alors, pour commencer et poser le problème, on peut débuter déjà en essayant de définir la société. La société, qu'est-ce que c'est? La société, ça va être tout simplement le cadre dans lequel on vit, cadre qui implique une vie en commun. C'est-à-dire... Ah oui, merci. Cadre qui implique donc une vie en commun, c'est-à-dire le fait que nous partagions des choses ensemble. Ainsi, le premier aspect de la société, c'est un aspect qui est principalement collectif et qui, de fait, semble s'opposer à l'imagination qui a été définie ce matin, par exemple, comme étant une faculté de l'esprit individuel. Une première donc, tension qui pourrait apparaître dans cette question-là serait de savoir quel serait le lien entre une société qui serait quelque chose de purement collectif et l'imagination qui, elle, est purement individuelle. Mais ce n'est pas tout. Comme je le soulignais juste avant, la société, c'est aussi quelque chose qui a un aspect fondamentalement réel. La société, c'est ce qui vient nous entourer. La société, c'est ce qui nous permet de vivre tel qu'on le vit actuellement. Elle permet une organisation matérielle de la vie qui permet de diviser par la division du travail qu'elle permet, par exemple, elle permet de faire des études sans avoir à vous préoccuper du pain que vous allez peut-être manger ce soir. Bref, la société, c'est le cadre. C'est un cadre, donc, absolument réel. A l'inverse, l'imaginaire semble être un antonyme, un contraire du terme réel. Voilà. Donc, voici donc pour la première définition de la société qui vient poser problème vis-à-vis de l'imaginaire. On peut constater un écart qui se fait sur deux plans. D'un côté, le plan collectif individuel, et de l'autre côté, ce plan réel et fictif. Alors, de plus, voici donc le problème auquel on va se confronter aujourd'hui. Donc, comment l'imagination qui est individuelle et mentale pourrait avoir une influence sur la société réelle et collective. Alors, de plus, on peut aussi préciser 2-3 choses sur l'imagination. L'imagination, on l'avait définie ce matin comme étant, entre autres, une faculté de produire des images. C'est-à-dire que cette imagination, c'est ce qu'il y a dans votre esprit, cette faculté, c'est-à-dire cette espèce d'organe de l'esprit, cette faculté qui vous permet, à partir des différentes expériences que vous faites, d'en tirer des images mentales. Ainsi, l'imagination ne peut se comprendre, vous ne pouvez imaginer que des choses que vous avez déjà rencontrées d'une manière ou d'une autre dans votre expérience. Et même des créatures fantastiques, je peux prendre n'importe quel exemple, l'exemple de la licorne par exemple, c'est quoi? C'est l'assemblage peut-être mental, mais de deux choses qui existent déjà, et que vous pouvez rencontrer dans votre expérience. Le cheval d'un côté et sa corne de l'autre. Ainsi, l'imagination, c'est ce qui va partir du réel pour après en faire dériver des images mentales. Voici donc pour la définition de l'imagination, du moins la première définition de l'imagination qu'on va donner, sur laquelle on va revenir ensuite. Concernant le problème là, qui est affiché, on peut déjà se débarrasser d'une donnée assez facile. C'est la première, celle sur l'aspect collectif. On peut opposer en effet la société, le social qui est de l'ordre du collectif, on peut l'opposer à l'imaginaire qui est de l'ordre de l'individuel, mais on peut aussi résoudre très rapidement ce problème simplement par la discussion ou par le langage qui permettrait de mettre en commun des choses imaginaires personnelles
de manière à les rendre collectives. Vous avez par exemple, vous faites une image mentale de quelque chose, d'un monstre par exemple, peu importe, vous en parlez aux autres, vous le décrivez aux autres, et petit à petit, ces autres personnes vont se faire la même image mentale que vous. Et ainsi, la première tension qui apparaissait entre l'aspect collectif de la société et l'aspect individuel de l'imaginaire peut être résorbée. Cependant, et c'est là celle qui va véritablement proposer un souci pour nous, ça va être le second. L'aspect réel de la société, comment est-ce que quelque chose d'aussi réel de la société pourrait être modifié par quelque chose d'aussi futile et aussi quasiment fictif, moins mental, qu'est l'imagination. Pour ce faire, on va s'attarder sur le dernier terme qui compose le titre de l'intervention, à savoir le terme de transformation. Tout d'abord, pour définir ce qu'est une transformation, il faut la confronter à un presque synonyme, le terme de changement par exemple. Là où un changement, ça peut être quelque chose d'assez accessoire, d'assez superficiel, une transformation implique une modification en profondeur de la chose. Transformer une chose en une autre, c'est lui donner une nouvelle forme, une forme qu'on pourrait qualifier de radicalement nouvelle. Et c'est sur ça que va porter le nœud de mon intervention, c'est être comment réussir à introduire quelque chose de radicalement nouveau, c'est-à-dire une transformation, au sein de la société. Pour ce faire, donc, nous pouvons nous arrêter juste sur cette question très rapidement, qui est l'imagination peut-elle prétendre inventer quelque chose de radicalement nouveau? Pourquoi est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes sur cette question? C'est parce qu'on venait de dire juste avant que l'imagination, c'était cette faculté à créer des images à partir de choses qui préexistaient dans l'expérience, qu'on a déjà rencontrées dans notre expérience. Et donc, pour être en mesure d'imaginer quelque chose, en principe, ça veut dire qu'on est censé l'avoir déjà vu dans notre passé. Or, comment est-ce qu'on peut inventer quelque chose de radicalement nouveau si l'imagination ne peut que produire des images de choses que l'on a déjà croisées, c'est-à-dire des images de choses qui étaient déjà là. Ainsi, la question qui va être cruciale va être celle de savoir comment peut émerger quelque chose de nouveau alors que l'imagination ne permet de faire que des images de choses qui préexistaient déjà. Voilà. Pour explorer donc cette question-là et pour donc essayer de trouver une manière de faire surgir peut-être une nouvelle forme de vivre en commun si la forme actuelle nous déplaît radicalement. Comment faire donc pour faire émerger une nouvelle forme de vie en commun? Eh bien, on verra que ce sera par le travail de l'imaginaire qu'on va redéfinir juste après, qu'il va être possible, malgré la première définition qu'on a donnée de l'imagination, de faire surgir quelque chose de radicalement nouveau dans la société. Alors, le programme, le voyage qu'on va faire ensemble, en 5 points, est totalement guidé par la lecture d'un philosophe qui est très peu lu, qui s'appelait, enfin très peu connu surtout, s'il était plus connu, il serait plus lu, qui s'appelle Cornelius Castoriadis. Alors, Cornelius Castoriadis, c'est à l'origine un grec, il est né à Athènes en 1922. Il a eu une vie un peu rocambolesque, du moins dans sa jeunesse. Il venait d'une classe sociale plutôt aisée, mais il était militant trotskiste, ce qui fait que lors de l'occupation allemande d'Athènes, évidemment, il a dû vivre en partie dans la clandestinité, il a perdu certains de ses proches, et très rapidement, il s'est lui-même opposé au parti auquel il appartenait. Ce qui fait qu'en 1945, à la libération de la Grèce sombre dans une guerre civile qui oppose en gros les communistes d'un côté et les libéraux soutenus par les Alliés, les Anglais en particulier, de l'autre. Eh bien, la Grèce sombre dans une forme de guerre civile, et lui, avec tout un tas d'intellectuels, il décide de partir à Paris, où il va vivre jusqu'à la fin de ses jours, et où il entame une thèse de philo qui n'aura jamais fini, et il prend comme travail le travail d'économiste à l'OCDE. Puis, ensuite, il s'est lancé dans la psychanalyse, et enfin, il est devenu le philosophe qu'on peut connaître maintenant. Il est mort à Paris en 1997, et si jamais vous voulez voir sa tombe, elle vaut le coup. C'est la seule tombe au cimetière du Montparnasse qui, au lieu d'être recouverte d'une dalle de marbre, est recouverte d'un pot de fleurs dans lequel pousse un olivier. Donc sa tombe est fleurie d'un olivier, rappelant ses origines grecques. Alors, le point de départ de sa pensée, c'est que la société, toute société, est fondée sur de l'imaginaire.
Et c'est ça l'idée radicale qu'il amène d'emblée. L'imaginaire vient totalement structurer une société. Par exemple, nous toutes et tous là qui sommes dans la même salle, nous partageons tout un tas de choses en commun, des représentations en commun. C'est ce qui nous permet de savoir à peu près comment se comporter les uns avec les autres naturellement, la politesse par exemple. C'est ce qui nous permet également de nous comprendre, le langage, les mots. Tout ceci, ce sont des choses qui, bizarrement, vont être qualifiées d'imaginaire. Pour comprendre comment on pourra qualifier le langage ou certaines valeurs comme la nation, sur laquelle je reviendrai juste après, d'imaginaire, on va d'abord faire un petit détour par pourquoi est-ce que nous, êtres humains, nous avons besoin de vivre en société. Donc, selon Castoriadis, la nature humaine est fondée sur une forme de paradoxe. On a toutes et tous en nous un noyau asocial, c'est-à-dire qu'au fond de nous, on est tous égoïstes, narcissiques, on cherche sans cesse à persévérer dans son être, dans ce qu'on est, dans le but de vivre de manière la plus pleine possible. Ce qui fait qu'au sein de chacun d'entre nous, il y a ce petit noyau asocial. Pourtant, et Castoriadis souligne, pourtant il souligne ça dans un texte qui s'appelle « Une société à la dérive », il souligne pourtant que l'être humain est un être biologiquement inapte à vivre. Qu'est-ce que veut dire par là ? Je cite Une société à la dérive. L'évolution biologique a abouti à la création d'un être qui est inapte à la vie. Par exemple, nous sommes le seul être vivant qui ne sache pas ce qui est bon pour lui ou mauvais pour lui. Là où un chien, par exemple, va essayer de manger des herbes pour se soigner, spontanément, l'être humain est le seul être qui est capable de cueillir et de manger les champignons qui vont le tuer. Et il prend d'autres exemples comme ça, je ne sais pas d'où il sort ça, mais par exemple, il dit que le chien ne trébuche jamais, là où les êtres humains trébuchent plus que les autres, paraît-il. Et il multiplie comme ça quelques exemples. Tout ça pour dire que, de manière totalement solitaire, on ne peut pas vivre correctement dans la nature. Et donc, il a fallu, je le cite à nouveau, cette espèce radicalement inapte à la vie, aurait sans doute disparu si elle n'avait pas su créer une forme nouvelle qu'est la société. C'est-à-dire que la seule manière qu'on a pour pouvoir vivre en commun, tout court, c'est vivre en commun. On a besoin des autres pour vivre. Or, paradoxalement, on a en nous un noyau asocial. C'est-à-dire que de manière nécessaire, il faut qu'on vive en société, mais en nous, on ne peut pas vivre en société. Il y a cette chose qui nous empêche de vivre en société. Or, comment faire donc pour essayer d'organiser une vie en commun ? Eh bien, c'est l'instauration de la société qui va permettre de vivre en groupe sans entrer en conflit, parce que la société repose sur un nombre important de codes, de normes, qui va nous permettre de canaliser nos pulsions, nous permettre également de régler la manière dont on vit, et ainsi ne pas rentrer en conflit systématiquement. Pour ceux, peut-être des terminales qui auraient croisé un peu Freud, il était psychanalyste, ce noyau asocial, ça pourrait correspondre dans sa lecture au ça, et la constitution de l'imaginaire commun au surmoi. Voilà, si ça peut aider à comprendre. Donc, pour pouvoir vivre, il faut qu'on soit capable, il a fallu qu'on soit à un moment capable d'inventer tout un tas de codes, tout un tas de règlements qui nous permettent de régir correctement nos vies entre nous. Et tout ça, donc le fait de devoir partager des représentations en commun, par exemple partager la représentation de ce que c'est que être correct avec quelqu'un d'autre, partager cette représentation de qu'est-ce que c'est qu'être libre, qu'est-ce que c'est qu'être égaux, tout ceci permet donc de correctement calibrer nos comportements. Et tout ceci, ça définit littéralement l'imaginaire. La définition de l'imaginaire à laquelle on aboutit, c'est l'imaginaire comme ensemble de représentations communes. Ainsi, ces représentations, elles ne sont pas seulement individuelles, comme on pouvait partir avec cette idée que l'imagination serait une faculté mentale, c'est qu'il y a une partie de ces représentations qui sont partagées avec les autres. C'est pour ça que lorsque, par exemple, je dis le terme Père Noël, et que je vous demande de décrire le Père Noël, il y a à peu près certain que l'écrasante majorité des personnes ici viendraient me décrire le Père Noël comme étant un vieux barbu habillé de rouge. Ok ? Ça, c'est que le Père Noël appartient à notre imaginaire collectif. C'est un ensemble de représentations qui est commune à nous. Alors, l'exemple politique, cette fois-ci, qu'on va prendre, puisque c'était l'objet, est celui de la nation. La nation, écrit Castoriadis, c'est quelque chose d'imaginaire.
Pourquoi est-ce que la nation est quelque chose d'imaginaire? Je vous lis la citation que j'ai affichée, ça va nous permettre de l'expliquer. Personne n'a jamais pu mettre une nation sous microscope. Autrement dit, il n'existe pas d'objet dans la nature, d'objet réel, qui serait la nation. C'est forcément quelque chose qui est donc mental, imaginaire. C'est quelque chose donc qui n'existe que comme une signification, qui tient ensemble par exemple tous les Français qui se disent « nous sommes Français ». La nation n'existe que parce qu'on reconnaît que la nation française existe. Si toutes les personnes qui croyaient en cette nation arrêtaient d'y croire d'un seul moment, l'objet nation n'existerait plus du tout. Et au-delà du fait qu'ils se le disent explicitement, il y a le fait qu'ils participent à certains égards de la même façon de vivre, vivent sous les mêmes institutions particulières, etc. Donc encore une fois, l'imaginaire, la nation qui est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose dont on ne peut pas observer un référent extérieur à nous, qui est forcément donc mental, mais c'est quelque chose de mental qui permet en retour quand même, qui a quand même une efficacité. C'est pas quelque chose de futile, c'est pas quelque chose d'inutile, paradoxalement, même si ça n'existe pas de manière réelle, puisque ça nous permet de vivre ensemble. Alors, à partir de là, on peut donc en tirer 3 traits singuliers qui nous permettent de comprendre l'imaginaire. D'une part, l'imaginaire, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, ça ne découle pas d'un raisonnement logique, ce n'est pas la conclusion logique à partir de prémices qui aboutit sur une proposition. Ce n'est pas non plus réel, c'est, en termes un peu jargonnants, un signifiant sans signifier qui est observable, c'est-à-dire que ce qui est imaginaire ne renvoie à rien de matériel. Mais pourtant, plutôt que d'être simplement une espèce de fantôme, plutôt que d'être simplement quelque chose de gazeux, ça a un sens et ça a des conséquences concrètes. Lorsque je dis le mot nation, vous voyez de quoi je parle. Et si je disais, ce serait parfait qu'il n'y ait plus aucune nation sur Terre, vous pourriez peut-être envisager certaines conséquences politiques, de vie commune, etc. Ça veut bien dire que la nation, bien que ce soit imaginaire, ce n'est pas non plus totalement inutile. Et ça nous permet ainsi directement de chasser la toute première remarque que j'ai faite au tout début de l'intervention, qui était de mettre l'imaginaire du côté du ludique, du futile, ce que j'opposais au sérieux de la société. En plus de ça, on peut faire un petit pas en plus en avant dans la conception de qu'est-ce que l'imaginaire. Castoriadis, c'est cette fois-ci dans un autre livre qui s'appelle L'institution imaginaire de la société, qui est son pavé, enfin son œuvre monumentale. D'emblée, dans la préface, ce dont je vais vous parler, c'est la page 7 de mémoire, il distingue l'imaginaire du spéculaire. Spéculaire, c'est le premier terme un peu technique que je vais introduire, il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura un autre après. Spéculaire, ça veut dire quoi? Le spéculaire, ça renvoie à l'idée du reflet, du miroir. Et donc, la première étape qu'il faut que nous fassions, c'est distinguer d'un côté l'imaginaire et de l'autre côté le spéculaire. Le spéculaire, c'est simplement l'idée que notre esprit serait capable de reproduire des choses que l'on voit à l'extérieur, mais simplement de manière mentale. Le spéculaire, c'est simplement le fait de pouvoir créer des idées mentales de choses qui existent derrière, et ces idées étant comme des reflets. Or, si on réduit l'imaginaire au spéculaire, ça revient à ce que je disais en introduction, on est incapable d'expliquer l'émergence de nouveautés. On ne serait capable que, dans notre tête, de reproduire des choses qui existaient déjà. Je vais vous donner ensuite 2 exemples, un artistique avec Platon et un autre politique. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Si l'imaginaire était purement spéculaire, alors il serait impossible de créer quelque chose de nouveau. Et ainsi, il faut compléter notre définition de l'imaginaire par cette idée que l'imaginaire, c'est donc une création indéterminée de forme et de sens. Pour pouvoir expliquer ça, j'ai pris volontairement l'exemple d'une nature morte. Il me semble qu'elle est au musée du Havre, si je ne me trompe pas, au MUMA. Donc, Vallotton, peintre fin 19e et 20e donc, a décidé un jour de peindre un plateau de fruits composé de pommes. Vous allez me dire, il n'a rien inventé, il n'a rien fait de nouveau. La peinture, c'est simplement un reflet pictural
de ce qu'il y avait sur sa table au moment où il voulait peindre. Pourtant, il a bien introduit quelque chose de nouveau. Ce qu'il a introduit, c'est qu'il a décidé, sans pouvoir forcément l'expliquer, de choisir telle pomme, de laisser telle pomme rouler un peu sur le côté, par exemple, de laisser la pomme du haut avec la tige vers l'avant, etc. C'est également lui qui a choisi quel type de peinture utiliser. C'est-à-dire que certes, il n'a pas inventé les objets qu'il y a au milieu, mais tout le reste, toute la manière dont ces objets, dont ces pommes sont présentées dans le plateau, c'est lui qui a décidé de le faire. D'où la petite phrase que j'ai mise en dessous, l'imaginaire en art ne découvre pas, il constitue du nouveau. Cette image-là, cette peinture-là, cette représentation de ces pommes, qui semble pourtant être un simple reflet d'un modèle, est une représentation qui est purement nouvelle, qu'on n'aurait jamais pu inventer autrement. Et je vois que je suis beaucoup plus long que je pensais. Du coup, je vais accélérer. Simplement, pour dériver ça en politique, les Athéniens écrient-ils, donc là c'est un peu plein dans le livre, les Athéniens écrient-ils n'ont pas trouvé la démocratie parmi d'autres fleurs sauvages qui poussaient sur la Pnyx. La Pnyx, c'est la montagne qu'il y avait au-dessus d'Athènes. Ni les ouvriers parisiens n'ont déterré la commune en dépavant les boulevards. C'est-à-dire que les Athéniens et les communards qui ont créé une nouvelle forme de politique, ils n'ont pas trouvé un modèle dans la nature qui se baladait de cette politique. Ils l'ont inventé radicalement, sans référent extérieur. Et juste la suite, la suite, je ne vais pas la lire, mais simplement en donner l'idée. C'est simplement l'idée qu'ils n'ont pas comparé, ils n'ont pas comparé tous les types de régimes politiques possibles pour choisir le meilleur. C'est simplement qu'il y en a un, à un moment, qui s'est imposé. Ce n'est pas un choix rationnel qui a présidé à l'apparition de la démocratie ou à l'apparition de la commune. C'est que dans l'état des choses, dans les circonstances présentes, il y en a un qui a fonctionné à ce moment-là pour les uns c'était la démocratie, et 2000 ans plus tard, 2500 ans plus tard, pour les autres, c'était cette forme de commune qui a duré un mois. Donc, tout ça pour aller un peu plus vite, je vais accélérer, ça nous amène donc à ce point-là. Simplement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien, Castoriadis, avec son concept d'imaginaire, permet de critiquer le déterminisme. On ne peut pas réduire un acte de création, que ce soit en art, ou en politique, ou en science, ou peu importe, à une simple consécution de cause et d'effet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a fallu qu'il y ait une volonté humaine qui permette de faire créer quelque chose. C'est pour ça que les conditions sociales historiques n'épuisent pas l'événement. On peut très bien être dans une situation dans laquelle il y a, prendre un exemple contemporain, une très grosse inflation, des soucis financiers avec les prix qui montent, etc. Logiquement, on pourrait se dire, d'emblée, ça devrait se traduire sous forme de grève, émeute, etc. Sauf qu'on c'est pas ce qui se passe. De la même manière, on peut calculer en tant qu'économiste des changements, une baisse de la consommation, du fait de la hausse, par exemple, du prix du pétrole, pour reprendre les exemples de Castoriadis. Pourtant, un économiste aussi bon soit-il ne pourra pas prédire avec beaucoup d'exactitude de combien la consommation va baisser, alors qu'un physicien peut prévoir l'heure du lever du soleil le lendemain. Donc dès qu'on parle de l'humain, il y a une petite marge d'incertitude qui apparaît, et cette marge d'incertitude elle apparaît parce que ce qui est humain échappe en partie à un simple déterminisme, c'est-à-dire à une simple consécution de cause et d'effet. Il y a quelque chose en plus. Ça nous amène donc sur le deuxième terme un peu compliqué, le seul deuxième terme un peu compliqué, qui est celui d'hétéronomie. Alors, très bien, on a dit que la société reposait sur l'imaginaire, que l'imaginaire apparaissait et pouvait être moteur, mais il n'empêche donc comment est-ce que, pragmatiquement, on fait pour transformer de manière imaginaire une société. Ça passe par en fait cette notion d'autonomie. Et pour comprendre cette notion d'autonomie, je vais faire un petit pas de côté sur l'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est quoi? L'hétéronomie, j'ai mis une définition un peu sèche, mais qui est précise en tout cas, caractéristique d'une société qui vit selon un imaginaire déjà institué, qui place à sa racine quelque chose d'extérieur à elle-même. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais juste prendre 3 exemples. Une société panthéocratique, elle repose sur un imaginaire qui est la loi divine. Une société, puisque Castoriadis a beaucoup dialogué avec les marxistes dans sa vie, une société marxiste, elle va reposer sur les lois de l'histoire. Une société libérale
elle repose sur les lois du marché. Or, que ce soit les lois divines, les lois de l'histoire ou les lois du marché, ce sont trois types de lois qui, d'une certaine manière, n'ont pas été inventées, vérifiées par la société. C'est-à-dire que l'on vit sans interroger, lorsqu'on vit dans une de ces sociétés-là, on vit sans interroger l'imaginaire qui est au fond de cette société-là. Je ne suis pas sûr d'être très clair. Pour essayer de le redire une dernière fois, en gros, une société qui est autonome, c'est la caractéristique d'une société donc, qui va réinterroger, si besoin, les fondements sur lesquels elle est fondée, c'est-à-dire les fondements imaginaires, les relations, la manière dont on vit ensemble. Et parce que, de manière générale, comme on vit dans une société qui a une histoire, on vit également selon les principes de nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs, s'ils étaient libéraux, ont instauré une loi du marché, s'ils étaient marxistes, ont essayé d'appliquer la loi de l'histoire, etc. Bref, on vit de manière générale dans une société héritée de nos prédécesseurs, qui instaurent la société d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une autonomie? L'autonomie, ce serait la capacité que l'on aurait à venir interroger le bien fondé de la loi divine si on est dans une théocratie, de la loi d'histoire si on est dans une société marxiste, ou de la loi du marché si on est dans une société libérale. C'est-à-dire que, étant donné que l'État est fondé sur de l'imaginaire, alors l'autonomie, c'est la société qui se rend compte qu'elle-même est fondée sur de l'imaginaire et qui donc peut essayer de remettre en question la manière dont elle s'organise. Et donc, la transformation imaginaire de la société, c'est donc propre aux autonomes, c'est-à-dire qu'on peut jouer un peu avec l'expression transformation imaginaire de la société. C'est à la fois une transformation que l'on fait de la société, on vient changer la société parce qu'on vient réinterroger ses fondements, et peut-être qu'à certains moments, il est nécessaire de changer de société. Mais c'est également, le 2 au sens subjectif, objectif, à savoir que c'est la société elle-même qui vient interroger ses propres fondements. Voilà. Et enfin, donc, ça a mangé le haut de la phrase. Enfin, le dernier point, c'est donc, dans la pratique, par quoi ça se traduit, cette transformation imaginaire de la société. Castoriadis, donc, décrit ce passage-là ainsi. Alors, il s'interroge et il voit et il constate, il est mort en 1994, donc il a assisté au premier mouvement écologiste, et il constate qu'il y a eu des propositions faites par exemple par des gens hippies. Ils ont proposé une autre manière de vivre, un peu en accord avec certains principes qui n'étaient pas les principes de la société, qui ne partageaient pas donc l'imaginaire de la société à laquelle ils participaient, notre société à nous contemporaine. Puis après, il y a eu dans le domaine politique des prises de parole qui petit à petit sont venues introduire du nouveau. Ce qui a petit à petit, jusqu'à maintenant, et on le voit encore très bien avec des événements politiques contemporains, très récents, il y a petit à petit une transformation de la société qui se fait avec une remise en question, petit à petit, du productivisme. Or, notre société occidentale était fondée avec, dans son imaginaire, comme point central, le productivisme. Et donc, par remise en cause successive, et surtout par proposition successive, on a réussi petit à petit à venir modifier cet imaginaire lorsqu'il le fallait. Pour expliciter ça, Castoriadis cite Merleau-Ponty, qui lui-même décrit le peintre Matisse que j'ai mis à droite. Donc, Castoriadis parle de Merleau-Ponty qui décrit le pinceau de Matisse. Qu'est-ce que fait Matisse Matisse, donc, c'est un peintre du début 20e, je crois. Peintre qui avait été filmé durant la conception d'une de ses œuvres. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il était devant sa toile, il agitait son pinceau un peu n'importe comment, sans jamais toucher la toile. Et il y a un moment où le pinceau touchait la toile et ça faisait l'œuvre. Ainsi, c'est comme s'il y avait une forme de tâtonnement concret, pour reprendre la citation que j'ai mise sous forme de titre. C'est comme s'il y avait un tâtonnement qui, à un moment, se terminait sur le tableau et hop, le tableau attirait le pinceau et la toile, la peinture prenait fin. Eh bien, il faut réussir à traduire ça sur le plan politique. C'est-à-dire que comment transformer de manière imaginaire la société, c'est par une pratique, par une tentative de vie en commun un peu différente, dans des petits groupes, dans des petites communautés, des choses comme ça, faire des propositions politiques, tenter des trucs, tenter, et il y a un moment où une de ces tentatives finira par
par prendre racine. Et c'est ça, c'est donc ça la manière de transformer par l'imaginaire la société. Ainsi, paradoxalement, avant de conclure, lorsqu'on disait que transformer de manière, la transformation imaginaire de la société, lorsque on parle d'imaginaire ici, il faut se rendre compte que, en fin de compte, c'est quelque chose qui n'était pas du tout rêveur, comme on pourrait se dire, on pourrait transformer par l'imaginaire de la société, on pourrait très bien se dire que c'est une forme de rêverie. On est chez soi, dans son canapé, on imagine une alternative possible à la vie en commun. Eh bien, là, en fait, c'est quelque chose de bien plus concret. C'est par la proposition transformée des simples propositions spéculatives en actes de vie, en nouvelles manières de vivre, qui permet, in fine, d'instaurer peut-être une nouvelle société. Et donc, la conclusion serait que dès lors que le fondement imaginaire de la société a été dévoilé, il ne nous reste guère le choix soit de l'approuver sans se questionner, soit au contraire de l'interroger de manière à l'amender. Et pour ce faire, il faut tenter, s'hasarder à proposer du nouveau, parce que rester dans la théorie, c'est simplement faire des plans sur des comètes, ou bien bouillonner de rêves. Et donc ainsi, il faut tâtonner, mettre la main dans le cambouis pour réussir à proposer dans la pratique des choses nouvelles. Et c'est seulement cette approche concrète qui permettra de transformer la société de manière, via son imaginaire, c'est-à-dire d'en attaquer ses racines en proposant une alternative à ces racines-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ambroise. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour, cette fois-ci, pouvoir approfondir et vraiment questionner pleinement ce que tu viens de proposer. Je vous propose d'avoir une petite séance de questions. Je voudrais bien peut-être inaugurer ces questions avec une question toute simple. De quoi est-ce qu'on parle en fait? De quoi Castoriadis parle concrètement quand il parle d'imaginaire des sociétés? Est-ce que ce sont des mythes, des grands récits, des symboles? Et est-ce qu'il a des exemples en particulier de sociétés dont il a décrit l'histoire, qu'il a pris pour mener ses analyses? Voilà. Est-ce que vous pouvez développer peut-être un exemple avec quelques éléments peut-être un peu plus concrets sur les imaginaires? Alors, il prend plusieurs exemples. Il prend par exemple l'exemple de la Pythie à Delphes. La Pythie à Delphes, donc, c'était un oracle auquel les Grecs manifestement croyaient. Et il dit que c'était une part fondamentale de l'imaginaire grec. Pourquoi? Parce que bien que rationnellement la Pythie ça ne fonctionne pas, il n'empêche que tous les Grecs y croyant, ça fait que ça fonctionne. L'imaginaire ainsi c'est quelque chose, donc comme je disais, qui n'a pas forcément de référent extérieur, qui n'existe que parce que tout le monde y croit et tout le monde y participe. Voilà, donc il prend cet exemple en particulier donc de la Pythie, qui, si les Grecs n'y croyaient pas, n'aurait jamais existé. Donc le pouvoir de la Pythie, le pouvoir de l'oracle de la Pythie est un pouvoir imaginaire, puisqu'il ne correspond à rien de réel. Lorsque la Pythie dit à Socrate « connais-toi toi-même », c'est une parole qui, derrière, ça ne veut rien dire de particulier. C'est une parole très vague, ça n'envoie aucun référent extérieur. D'un point de vue logique, c'est pas forcément fondé. Mais par contre, sa parole a de la valeur parce que tout le monde croit qu'elle a de la valeur. Et c'est ça l'imaginaire. C'est quelque chose auquel tout le monde croit, et donc ça acquiert une valeur et une efficacité qui sont là. Voilà, c'est tout clair. Et est-ce qu'il y aurait un exemple peut-être pour le contemporain? Peut-être pendant de ce qui serait un imaginaire, je sais pas, chez Castoriadis, est-ce qu'il en développe Oui, alors je ne sais pas s'il en développe, s'il en développe d'autres, mais celui auquel je peux penser, ce serait la dette étatique des États. Au fond, la dette de l'État, ça renvoie à rien d'extérieur. Pourtant, comme tout le monde y croit à cette dette-là, et tout le monde y croit, et comme on vit dans un monde où tout le monde y croit, si une personne n'y croit pas, ça change rien. Comme tout le monde y croit, cette dette a une existence,
et elle a des conséquences sur les politiques économiques. Je suis clair? Non. Si? Je ne sais pas si on arrive à imaginer un monde sans dette. un monde sans dette. Non, mais c'est pour ça, c'est qu'en fait, étant donné qu'on vit dans l'imaginaire de nos sociétés, on a du mal à passer outre cet imaginaire-là. On a du mal à imaginer des alternatives. C'est pour ça que cette imagination d'alternative, elle passe par des propositions et des tâtonnements. Et il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a peut-être une proposition qui fonctionnera. Mais rationnellement, on ne peut pas calculer que mon imaginaire que je vais proposer en guise d'alternative pourra fonctionner. Et c'est pour ça que les imaginaires, les alternatives à la dette sont impossibles à imaginer, en particulier pour des personnes qui n'auraient aucune connaissance en économie. Je crois qu'il y a des profs d'économie ici. Il y a peut-être d'autres questions aussi. D'autres questions, ouais. J'avais une petite question. J'avais une petite question sur. Enfin, déjà une remarque. Déjà une remarque sur la différence entre spéculaire et imaginaire, c'est très intéressant. On dirait du Sartre, hein, une des propositions de Jean-Paul Sartre, c'est de dire qu'on pense que l'imagination, c'est de se faire une image du réel. Il dit non, c'est essayer de saisir le réel par le biais de l'image. C'est pas pareil. Donc immédiatement, l'imagination n'est pas du côté du spéculaire dont tu parlais tout à l'heure. Moi, la question que je me posais, là, j'ai bien entendu hétéronomie, autonomie. Ce qu'on entend par hétéronomie, c'est donc le fait de recevoir une loi de l'extérieur. Enfin, hétéro, c'est autre, nomos, c'est la loi en grec. Donc on reçoit une loi de l'extérieur, on imagine qu'il y a une sorte d'ordre établi, ce qu'on peut appeler un imaginaire. Et tant qu'on ne remet pas, tant qu'on n'en prend pas conscience pour l'accepter ou pour le refuser ou pour le contester, effectivement, on est dans une sorte d'hétéronomie. Bon. Ensuite, l'autonomie pose plus de problème parce qu'en fait, l'idée, c'est on prend conscience et puis on va transformer. Mais on s'est aperçu qu'au XXe siècle, et notamment Castoriadis, c'était pas sans le savoir, il y a eu des transformations imaginaires de la société qui ont donné le nazisme, le communisme. Alors on sait que sur le communisme stalinien, il a pris quelques positions. J'aimerais que tu nous éclaires là-dessus. En quoi Staline n'a pas transformé d'une manière imaginaire la société russe? Alors, Staline a en effet totalement transformé de manière imaginaire la société russe, sauf que c'est pas parce qu'on a transformé l'imaginaire de manière consciente que ça donne quelque chose de mieux. L'autonomie, c'est à double tranchant. En effet, ça permet, dans certains cas, de peut-être, en politique en tout cas, de développer la liberté, de développer l'égalité, etc., des buts tout à fait louables, mais ça peut aussi donc amener à des choses terribles. À savoir, donc, par exemple pour Staline, cette loi, la loi Staline, quoi, soviétique. Donc oui, l'autonomie, c'est à double tranchant. Et on peut aussi considérer que la loi de Staline, elle a été purement autonome au moment où elle a été instaurée, et qu'ensuite, étant donné que Staline l'a transformée en un discours d'autorité à laquelle la société ne pouvait que être soumise, alors là, elle est devenue la loi d'un autre, et puis celle de la société elle-même. Et donc, elle s'est transformée en un argument d'autorité, qui est donc l'inverse de l'autonomie. Donc il y a, je dirais, un double mouvement. Une première étape purement autonomisatrice, on va dire ça comme ça, où la société se crée sa propre loi, et dès lors qu'elle arrête d'interroger sa propre loi, même si elle se l'est créée, alors ça se transforme en hétéronomie. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions peut-être participants? Je reviendrai bien sur la distinction entre le spéculaire et... Ça va, vous m'entendez? Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde, la distinction entre le spéculaire et l'imaginaire. Nous, en philosophie, on aime bien faire des distinctions conceptuelles. Spéculaire, ce qui nous renvoie effectivement, comme tu as dit, au miroir. Et je pense à cette définition du roman, peut-être que des profs de lettres dans la salle me corrigeront si je l'écorche un peu, de Stendhal, qui dit que le roman, c'est un miroir qu'on tend à la société. Un miroir en mouvement. Voilà, pour une société en mouvement.
Et si j'ai bien compris la distinction de Castoriadis que tu as exposée, l'image miroir n'est pas une image porteuse de transformation. Elle est moins féconde que les produits de l'imaginaire, enfin voilà, ce qui naît de l'imaginaire. Et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des récits dans les sociétés qui nous enferment dans des miroirs de nous-mêmes? Des récits, des romans, mais pas seulement des romans. Je pense à cette série Black Mirror aussi, enfin je m'éloigne un petit peu, volontairement aussi pour faire travailler les idées, où on se contemple un peu comme ça, sidéré dans le miroir d'une société qui, tout en ressemblant à la nôtre, n'est pas la nôtre, mais quand même lui ressemble beaucoup. Et je me dis, est-ce que, parce que la série Black Mirror, je me souviens, c'est un étudiant de prépa qui était venu me dire il faut regarder cette série, c'est formidable, il y a vraiment une charge critique. Et moi, c'était pas du tout le sentiment que ça m'avait donné, j'avais plutôt l'impression que ça tuait dans l'œuf en fait toute tentative d'essayer de transformer quelque chose. Alors, est-ce que, par exemple, ce genre d'image produit par Black Mirror, ce serait plutôt du côté de l'imaginaire ou du spéculaire Je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire Alors, j'ai pas vu la série, mais de ce que j'en sais, de ce que tu viens de dire et de ce que j'en sais par ailleurs, on est très clairement du côté du spéculaire, manifestement. Sauf que, pourquoi? Parce que si on était du côté de l'imaginaire, il aurait fallu que la représentation de cette série s'accompagne également d'une proposition pratique, carrément programmatique, enfin une proposition en tout cas pratique et concrète, de changement des choses. Simplement regarder et constater à quoi ressemble la société, c'est très bien, mais ça ne change rien. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes dans un bateau, dans une cale, il y a un trou et il y a de l'eau qui coule par le bateau, donc le bateau est en train de couler. Si vous regardez le trou en disant « waouh, c'est un trou, ça craint », ça ne va pas changer les choses. Et donc l'imaginaire, ça va être au contraire donc, la nécessité d'essayer de trouver comment colmater le trou. Et donc si cette série Black Mirror, elle a comme but de montrer une phase, de construire un récit de notre société assez dramatique, c'est une forme de spéculaire, c'est une proposition de reflet, mais tant que ça reste qu'une proposition de reflet, ça restera du spéculaire. Il n'y aura pas d'acte de création.